T'écoutes Francophone Down Under, mon podcast éducation bilingue pour les parents francophones qui souhaitent encourager leurs enfants à parler français. Je te propose la suite de l'interview d'Alizée, maman belge de Sydney, qui propose des ateliers bien-être en français. Bienvenue dans l'épisode 11 de Francophone Down Under. Trop contente de te retrouver pour la suite de l'entretien avec Alizée, maman d'origine belge qui vit à Sydney. Dans l'épisode précédent, elle nous a raconté son rêve australien quand elle était jeune étudiante, son arrivée en Australie, son parcours de maman de mini-bilingue. Aujourd'hui, elle nous décrit comment elle a monté Kolala Bliss, où elle propose des ateliers bien-être en plein air aux familles francophones de Sydney. On parle aussi de l'importance de la transmission de la culture en parallèle à celle de la langue. Bonne écoute! Et en fait, toi, d'une certaine manière, tu fais partie de ces gens qui entretiennent la pratique du français et qui aident les familles à pratiquer le français, puisque tu offres des activités aussi en français. Voilà, je rajoute quelques activités à l'offre. L'offre du marché, exactement. Je me suis lancée il n'y a pas très longtemps. Alors, je suis ambassadrice pour Mon Moment Magique. Mon Moment Magique, c'est un concept français. C'est des ateliers bien-être où on fait des activités de relaxation, de respiration. On parle beaucoup des émotions pour apprendre tout ça aux enfants. Je suis devenue ambassadrice l'année dernière. Moi, pour l'instant, je fais que pour les petits. Mais il y a plein de différents modules, en fait, pour les enfants, pour les ados, pour les femmes, à l'hôpital, après l'école. On fait des postures de yoga, on danse, on bouge, on s'amuse, on rigole. Vraiment, une pause dans nos vies très chargées. Moi, j'essaye en plus de le faire dans la nature. Ce qui, je trouvais qu'en Australie, si on faisait pas dans la nature, c'était vraiment... si on prône la relaxation... tu vois tellement la différence. J'ai fait une session dans une salle. Les enfants étaient tellement plus excités que quand on est dehors. C'était vraiment une grosse différence. Donc, le programme français, tout est écrit en français. Il y a en fait, les ateliers, on a un peu des plans, une structure de ce qu'on pourrait faire comme activité qui sont proposées, donc des idées qu'on s'échange entre ambassadrices. Il y en a plus de 800 maintenant qui ont été formées un peu partout dans le monde, mais je suis la première en Australie. Ce qui veut dire, merci, mais ce qui veut dire que moi, à la base, en fait, quand je me disais je vais amener ces ateliers en Australie, je me suis dit je vais les amener en anglais, puisqu'il y a plein de gens qui parlent en anglais en Australie. Et donc j'ai commencé, j'ai commencé à traduire tout le matériel que j'avais à ma disposition, tous les supports, toutes les idées. Et j'ai donné 10 ateliers dans le Queensland quand on a été habité pendant 2 mois, parce que Thomas avait un gros projet là-bas. À l'usine de ginger beer à Bundaberg. Tu connais peut-être? Trop fort. Mais oui, j'ai fait mon farming à Bundaberg. Ah, ben voilà. J'y ai passé 3 mois. On était à Bargara. Cool. Là, au moins, on a vu des kangourous. Exactement. Tous les jours. Oui, du coup, j'ai proposé des ateliers là et ça avait vraiment bien plu. J'avais vraiment beaucoup de retours positifs. Puis là-bas, ils avaient peut-être un peu moins d'offres aussi, d'activités. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ils doivent pas avoir grand-chose, les pauvres à Bundy. Ils ont quelques trucs très sympas, mais c'est vrai que je pense qu'ils étaient contents de la nouveauté qui arrive chez eux. Et après, on a dû retourner à Sydney. Et je me suis lancée à Sydney mi-janvier. Et peut-être que j'étais un peu trop impatiente. Je pensais que ça allait se lancer beaucoup plus vite parce qu'il y a tellement de monde qui habite autour de nous que je me suis dit que je prends seulement... on est des groupes de 8 max. Donc, j'avais seulement besoin de 7 personnes qui viennent à nos ateliers. Et en fait, ça a mis vraiment beaucoup de temps parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens sont déjà très, très, très occupés. Et le but, c'est pas de les occuper encore plus. Justement, c'est de leur faire passer un moment de détente et de pause tout en apprenant plein de choses super importantes qu'ils peuvent utiliser dans leur vie. Mais du coup, les gens courent d'une activité à l'autre, entre l'école, le travail, les activités extrascolaires, etc.
je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le temps de faire autre chose. Et les gens n'ont pas le temps de prendre le temps. Oui, voilà, c'est ça le truc. Donc il faudrait peut-être qu'ils viennent à une séance pour comprendre comment faire, pour prendre le temps et pour prendre soin d'eux et pour montrer le bon exemple à leurs enfants surtout. Parce que si on montre pas qu'on prend soin de nous, nous-mêmes, ben, je sais pas comment nos enfants peuvent le faire. Souvent on oublie ça, cette partie. On veut faire plein de choses pour eux et on oublie de leur montrer que c'est important qu'ils prennent soin d'eux. Ouais. Enfin bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai eu plein d'intérêts des familles francophones, françaises, Ouais. surtout françaises. Et parce que tu leur en parlais directement ou alors parce qu'elles te trouvaient et qu'après elles se rendaient compte que t'étais francophone? Au début, parce que j'en ai parlé à des copines qui m'ont dit mais oui, en français, ça serait trop bien, il n'y a pas assez d'activités en français et tout ça. Donc ça s'est lancé comme ça en fait. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt et beaucoup de familles qui me disaient qu'ils avaient un besoin que leurs enfants rencontrent des autres enfants avec qui ils peuvent jouer en français. Parce que on peut apprendre une langue dans un cours de langue, mais ce qu'ils avaient envie, c'est qu'ils puissent avoir des amis avec lesquels ils puissent jouer en dehors de ces activités-là. Et peut-être qu'ils vont pas forcément tous à l'école bilingue française. Et effectivement, on sait que pour entretenir le bilinguisme, il faut que les enfants aient une véritable raison de pratiquer la langue. Et si ils savent que leurs copains, parce que même à l'école bilingue, je vois mon fils est dans une école bilingue, mais tous les enfants parlent pas français puisque c'est beaucoup de petits enfants locaux de la zone où est son école. Et de ce fait-là, la langue majoritaire, même s'il y a des enfants qui parlent français à la maison, la langue avec laquelle ils communiquent ensemble, ça, c'est l'anglais. Et de ce fait-là, ils savent, et ses copains, même ses copains qui parlent français, ils jouent en anglais entre eux parce qu'il n'y a pas ce besoin de parler français puisqu'ils savent qu'ils jouent en anglais. Et l'anglais, c'est, comme tu disais tout à l'heure pour ta fille, c'est devenu la langue du jeu. Donc, effectivement, c'est hyper important pour les enfants d'être confrontés à des gens qui, au moins pour eux, parlent uniquement français parce que dans ces cas-là, ils ressentent un besoin de communiquer en français pour être compris. C'est tout à fait important que les enfants puissent trouver des gens, des amis qui soient francophones avec qui ils n'ont pas déjà l'habitude de jouer en anglais. Ouais. Puis je pense aussi que ça amène tout un panel de vocabulaire différent parce que c'est pas forcément des activités qu'on a l'habitude de faire. Et c'est aussi, je pense, ce que les parents aiment bien, c'est que les activités qu'on fait en atelier, ils peuvent facilement les refaire à la maison. Ou alors, ils repartent avec des activités à faire ou avec du matériel. Et du coup, ça donne des idées aussi pour faire des choses chouettes en famille, en s'amusant, que ce soit pas quelque chose qu'ils soient obligés à faire qu'avec les parents, un peu comme en étant forcés. Ouais. Parce que si leur langue du jeu, c'est l'anglais avec leurs amis, c'est bien qu'ils puissent s'amuser avec les parents aussi en français. Et effectivement, ça crée une association avec la langue, avec le français. En plus, comme tu disais, vous parlez beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qu'ils voient beaucoup quand ils sont au kindy, à la crèche. Enfin, dans le Victoria, c'est le kindy la dernière année, là, 3-4 ans. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans le New South Wales. Preschool, ça va être 3-4 ans, et puis kindy, c'est à partir de 5 ans. Et chez nous, c'est la PrEP. Ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes mots. Ouais, je ne savais pas que c'était différent. PrEP ou même Foundation, on ne sait jamais, les deux sont utilisés. Donc ouais, mais oui, voilà, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup quand ils sont avant de rentrer à l'école primaire. Mais en fait, après, c'est pas mal oublié malgré tout. Et le problème, c'est qu'on a besoin de savoir nommer ses émotions pour être d'accord avec elles. Ouais. Et les accepter comme elles sont. Mais c'est aussi super riche pour les parents de venir à ces ateliers parce que ils apprennent des choses sur leurs enfants. Parfois, ils me disent « Oh, mais je savais pas ça, c'est intéressant. » Par exemple, de savoir que c'est grâce aux larmes que tu retires le cortisol de ton corps. Enfin, c'est quelque chose de... Si tu le sais pas, tu vas dire à ton enfant « Arrête de pleurer, ça sert à rien, arrête de pleurer, c'est bête. » Ou tu vois, des choses comme ça. Et quand tu sais que c'est grâce aux pleurs qu'ils vont se sentir mieux après parce qu'ils ont eu un stress ou qu'ils se sentent pas bien, de comprendre ce qui se passe, c'est super intéressant. Il y avait une maman qui m'avait fait un super retour quand j'étais à Bargara. Elle était venue avec sa fille. Ils n'avaient pas encore eu les résultats du diagnostic, mais ils soupçonnaient de l'autisme.
Et elle allait en play therapy déjà depuis 3 mois, je pense. Et elle était venue, je pense qu'elle était venue aux 10 sessions que j'avais fait. Et la dernière session, la petite fille, je sais pas si elle savait que c'était la dernière, mais elle est venue en courant de la voiture jusqu'à nos petits tapis trop confortables, là où on se pose dans l'herbe. Elle était tellement à l'aise. Et puis sa maman, elle m'avait dit, on a fait 10 séances et ça a été plus bénéfique pour nous que les 3 mois de play therapy qu'on a fait avec elle pour l'instant. Et c'était vraiment trop chouette d'avoir ce retour. Les enfants se sentent vraiment dans une petite bulle de bien-être et ils peuvent être eux-mêmes et où ils sont en confiance. On apprend le respect, la coopération, l'amour de soi, l'amour des autres. C'est vraiment trop chouette, j'adore. Comme je te disais en privé, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un comme toi quand mon fils était plus petit. Nous, de ce fait-là, on faisait... on avait un bush playgroup, donc, mais comme tu disais tout à l'heure, voilà, être dans la nature. On s'est très vite rendu compte que être à l'intérieur, ça marchait pas. Ça créait beaucoup de stress, c'était bruyant, et de ce fait-là, c'est vrai qu'on a beaucoup aimé ce principe. Alors nous, il n'y avait pas d'activité, c'était beaucoup, on suivait les enfants et on les laissait faire ce qu'ils voulaient, on les accompagnait dans leur découverte du milieu. Mais voilà, le fait d'être dans la nature, à l'extérieur, de voir le ciel, ça change tellement la vie. C'est vraiment chouette parce que il y a des enfants. Les enfants ont besoin de bouger et c'est bien. C'est pas quelque chose qu'il faut leur retirer. Mais il y a des enfants qui sont parfois hyper actifs, qui adorent le moment de méditation, de relaxation, où ils s'allongent, ils regardent les arbres, le ciel. Tu les vois vraiment s'apaiser pendant 5 minutes, quoi. Ça dure pas très longtemps. Et je leur raconte une petite histoire et tu vois vraiment, ils sont pleins d'imagination. Donc c'est facile pour eux d'imaginer l'histoire que je leur raconte, mais c'est vraiment trop beau à voir. Et puis on a toujours une activité créative à la fin où j'essaye d'utiliser des éléments de la nature. La dernière fois, on a fait, c'était sur base d'un livre. On avait lu un livre et dans le livre, il créait une petite couronne de bush crown. Et je l'ai fait, ils ramassaient les feuilles. En plus, c'est l'automne, donc c'est parfait. Il y avait plein de couleurs. Ils font leur petite couronne. C'est vraiment trop chouette. Et ouais, ou alors on fait des activités j'essaye beaucoup de leur expliquer le recyclage, la protection de la planète, le développement durable et tout ça, avec des langages pour les petits, puisque pour l'instant, je fais les groupes de 3 à 6 ans. D'accord. Mais c'est ma deuxième plus grosse passion, c'est la protection de l'environnement. Je fais plein de trucs dans ce domaine-là, donc c'est sûr que c'est intégré dans les ateliers. En fait, déjà, dans n'importe quelle langue, ce que tu proposes, je pense que c'est assez fondamental aujourd'hui de s'intéresser à son bien-être, à ses émotions et à la santé de la planète. Mais le fait que tu le proposes en français, que tu le proposes de manière francophone, ça ancre vraiment la langue dans la réalité des enfants et ça permet de rendre la langue vraiment vivante. C'est pas juste une langue, mais on sait pas trop à quoi elle sert. C'est une langue qui est vraiment utile, en fait, puisque elle reflète le monde des enfants. C'est l'intérêt d'avoir ces activités qui sont proposées en français, c'est que ça nous permet vraiment de rendre la langue vivante. On a aussi dans les ateliers un rituel qui a été conçu pour les plus grands de 6 à 11 ans. On fait une danse qui s'appelle le Makajik. Je l'ai posté plus tôt aujourd'hui. C'est une danse qui est dansée par plein d'enfants partout sur la planète. C'est quelque chose de très fort. Parfois, il y a des parents qui ont les larmes aux yeux. Il y en a qui pleurent parce que c'est vraiment très beau et quand tu le fais en groupe comme ça, c'est vraiment très puissant. Et les enfants adorent. Et moi, en fait, quand je m'entraînais pour apprendre la danse, pour la donner en atelier, Margot, elle me voyait faire. Tout de suite, elle a voulu faire avec moi. Et elle avait 3 ans, même un peu avant 3 ans, puisque quand je m'entraînais, elle avait peut-être 2 ans et demi. Et en fait, je me suis dit, ils adorent. Donc, je l'inclus déjà maintenant avec les petits. Et en fait, cette danse, elle n'est pas traduite. Donc, cette chanson, cette danse, il y a des paroles en français avec tous les mouvements qu'on fait. Et donc, même dans les ateliers en anglais, je la mets en français. Donc, il y a plein de personnes aussi anglophones qui apprennent du français avec les ateliers. C'est rigolo. Faire voyager la langue, faire voyager les langues. Oui. C'est très beau.
pourquoi t'as commencé Mon moment magique, hein En fait, t'as découvert ça comment En fait, avant que j'aie Margot, je travaillais dans le centre-ville comme cartographe. Création de cartes pour ceux qui savent pas. Cartographe. C'est pas très commun, alors à chaque fois je me dis cartographe. Mais pour aller dans le centre-ville de où on habitait, je passais beaucoup de temps dans le bus. Et c'était très embêtant. Parfois, avec le trafic, c'était 2 heures par jour, enfin 1 heure aller, 1 heure retour. Et donc parfois j'arrivais à m'occuper, parfois je m'embêtais, parfois c'était stressant, parfois c'était déprimant de perdre tout ce temps à rien faire. Et du coup, en fait, je me suis lancée dans les podcasts de développement personnel. Et c'est là que j'ai rencontré Clotilde Dussoulier, qui fait un podcast qui s'appelle Change ma vie. Et en fait, elle propose vraiment des trucs super intéressants que j'ai commencé à mettre en pratique dans ma propre vie pour que mon expérience de bus très ennuyante soit beaucoup moins ennuyante et beaucoup plus satisfaisante. Enfin, que je ressente moins cette lourdeur de travailler dans le centre. Et en fait, grâce à ça, j'ai découvert une conférence qui s'appelle Vivre les émotions en famille. Et ça, je la recommande vraiment à tous les parents s'ils m'entendent. Écoutez-la l'année prochaine. C'est Vivre ses émotions en famille de Fabienne Clavier. C'est une conférence gratuite en ligne qui parle de plein de trucs trop intéressants sur le développement du cerveau, sur les émotions, sur les enfants, sur l'éducation positive et tout ça. Et en fait, dans cette conférence, j'ai rencontré Juliette Siozac. C'est la créatrice de Mon Moment Magique. Et Juliette présentait un atelier bien-être avec sa fille où il proposait des choses trop mignonnes avec toutes les deux qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et c'était tellement plein de douceur et de bienveillance et de vraiment un bon moment dans une petite bulle loin de tous les problèmes du monde. J'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait. J'ai vu qu'on pouvait devenir ambassadrice, mais à ce moment-là, c'était donc l'année d'avant encore. J'avais pas du tout le temps de me consacrer à faire ça. C'était un projet qui m'aurait bien plu, mais c'était pas possible. L'année dernière, j'ai réécouté la conférence et je me suis dit, allez, maintenant, il me faut un petit projet personnel à lancer. J'ai plus de temps. Et c'est là que je me suis vraiment... j'ai envoyé ma candidature pour devenir ambassadrice. Pour l'instant, je ne regrette pas du tout. Chouette. Et puis ouais, je trouve ça vraiment intéressant qu'au départ, tu pensais le faire en anglais. En fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de demandes en français. Oui. Pour l'instant, j'ai plus de personnes maintenant qui veulent le faire en français. Donc, pour le moment, t'as pas vraiment de problème dans la transmission de la langue, mais dans le futur, est-ce que tu imagines que tu as des outils qui vont te manquer, dont tu aurais besoin pour continuer à transmettre la langue ? Je pense que on en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est le français écrit pour que Margot puisse l'écrire correctement. Et ça, c'est peut-être juste ce qui me manque. Après, je peux facilement retrouver les règles de français, etc. Mais je pense que ce serait peut-être ça où elle va avoir besoin d'un peu plus d'aide et où moi, je vais avoir besoin de l'aide pour l'aider. Si c'est pas suffisant avec l'école française, qu'elle continuera après les cours ou le week-end. Ça, je pense que c'est presque sûr qu'elle continuera. Sinon, l'autre chose que je trouvais était très riche et que, en fait, je m'étais pas posé toutes ces questions autour du bilinguisme. Pour l'instant, c'était très naturel et c'était évident. Tout ce qu'on a mis en place, c'était juste parce qu'on parlait français. Et donc, c'était sûr qu'on allait faire ça en français. Mais du coup, en écoutant ton podcast, je trouvais que c'était très chouette de approfondir plus la question du bilinguisme, comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre l'impact que ça a sur leur cerveau, sur leur ouverture au monde, sur leur compréhension des choses. Je pense qu'il me manque rien depuis que j'ai ton podcast, parce que grâce au podcast, tu partages plein de pistes. Par exemple, savoir où trouver des ressources. Par exemple, quand tu parlais de Babel Books, je connaissais pas, mais c'est super de savoir où on peut trouver le français et aussi tout ce que tu disais par rapport à la transmission de la culture, j'y avais jamais réfléchi en fait. On lui explique quelques petits trucs sur la Belgique par-ci par-là parce que
parce que dans nos conversations juste de tous les jours, mais on n'a jamais pensé à lui transmettre plus que ça la culture belge. Et c'est vrai que pour nous, c'est tellement évident parce qu'on connaît. Mais je pense que si on veut qu'elle connaisse la culture belge, il va falloir qu'on fasse un petit effort un peu plus important pour lui transmettre ce qu'on a envie qu'elle sache. Pas juste croire qu'elle va l'absorber de nous, parce que si on lui partage pas clairement, puis si elle passe pas autant de temps que ça en Belgique, elle va pas forcément avoir cette transmission de connaissances comme ça. Oui, parce que c'est assez subtil finalement une fois qu'on sort des clichés. Qu'est-ce que c'est être belge? Qu'est-ce que c'est être même français? Est-ce qu'un Français de Paris, c'est le même qu'un Français de Marseille? Tout ça, nous, c'est des choses qu'on sait et qu'on transmet pas forcément dans nos conversations, si la conversation n'est pas amenée. Donc de savoir que c'est quelque chose d'important, c'est très intéressant, parce que ça nous mène à justement pouvoir, si on n'est pas au courant, on peut pas le faire. Donc voilà, c'est chouette que tu partages tout ça. En tout cas, merci beaucoup, parce que ça m'a donné déjà plein d'idées et je t'ai appris plein de choses. Ça me touche beaucoup de savoir que c'est utile. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé. Je me suis dit, s'il y a déjà des copines qui me posent la question, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées. C'est sûr. Donc je suis vachement contente que toi, ça t'ait en tout cas poussé à te poser des questions, et que ça t'ait aidé à illuminer un chemin potentiel pour toi. Mais effectivement, une autre chose que moi je cherche à montrer à travers notamment les interviews, c'est que tous les parcours sont uniques en fait, et qu'il n'y a pas un parcours qui soit le meilleur, que vraiment chaque famille a ses problématiques. Je te parlais de Laure que j'ai interviewée ce matin justement. Elle était en Australie pour 3 ans, elle repart dans 1 mois. Voilà, clairement, ces problématiques sont différentes au niveau même de l'éducation, de la transmission du français. Toi, visiblement, il n'y a pas vraiment de projet de retourner en Belgique ou en Europe dans le futur proche. Donc, comme tu disais, l'idée, c'est que ta petite apprenne finalement à écrire en français suffisamment bien pour pas en avoir trop honte. Mais finalement, il n'y a pas la pression de retourner dans le système scolaire. C'est complètement différent entre chaque famille. Et voilà, ce que j'essaye de transmettre, c'est que il y a des choses qu'on sait sur le bilinguisme, sur la façon dont le cerveau fonctionne, et la façon dont on apprend des langues, la façon dont les enfants apprennent des langues. Mais à la fin de la journée, il n'y a pas de vrai ou faux dans la façon dont on élève nos enfants, bilingues ou pas. C'est vraiment, ça dépend de chaque famille, de chaque envie, de chaque situation. Donc il faut juste s'écouter et se poser des questions, mais des fois effectivement on ne sait pas non plus qu'on en a des questions. Oui, c'est sûr. Trop bien résumé. Et en tout cas, merci, ça me touche beaucoup ce que tu dis. C'est sincère. Il y a la petite voix à l'intérieur qui crie « Il y a quelqu'un qui m'a écouté, il y a quelqu'un qui m'a écouté !» Une personne. Donc voilà, si toi qui m'écoutes, si tu veux déclencher une petite voix comme ça chez moi, dis-le-moi, envoie-moi un petit message d'amour. Non, très chouette. Est-ce que toi, tu avais quelque chose d'autre à dire, que tu voulais faire passer, un autre message que tu voulais faire passer ou... Je ne pense pas. J'avais fait des petites notes après les questions que tu m'avais envoyées. Ouais. Et je pense qu'on a fait le tour. Et dans tous les cas, je mettrai tous les détails pour te retrouver dans les notes de l'épisode, ton Instagram, et puis toutes les notes que tu voudras me passer. On va dire au revoir aux auditrices. Et merci de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à aller faire coucou à Alizée sur Instagram, et à venir me faire coucou aussi. Oui, on est des vraies personnes. On est des vraies personnes, venez nous parler. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Sophie, pour ce soir. Je t'en prie. Voilà, c'est tout pour l'interview d'Alizée. Si ça t'a donné envie d'aller découvrir les ateliers qu'elle propose, j'ai mis tous les détails dans les notes de l'épisode.
Et en plus, en bonus, Alizée nous offre une petite activité en français à réaliser avec nos mini bilingues. Une cocotte magique. Si tu veux la télécharger, c'est aussi dans les notes. On se retrouve dans 2 semaines avec une toute nouvelle interview. À bientôt!